marge de la 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, ce qu'on appelle la COP 15, le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a annoncé un investissement relativement majeur, soit 250 millions de dollars dans la réalisation du Plan Nature 2030. Le Plan Nature 2030 vise à contribuer à la préservation des milieux naturels, à soutenir les initiatives autochtones de conservation, à agir sur les menaces directes qui pèsent sur la biodiversité, en plus de favoriser un accès à la nature à l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Le ministre souhaite entendre les régions du Québec sur les attentes relativement au Plan Nature 2030. À ce titre, les conseils régionaux de l'environnement ont été mandatés pour consulter les acteurs régionaux et les mobiliser en faveur d'un engagement aux cibles mondiales de la COP 15. Le 1er novembre 2023, les acteurs du Centre du Québec sont conviés à venir échanger sur les priorités régionales pour le Plan Nature 2030. Et afin de soutenir vos réflexions en amont de la consultation, nous avons rencontré certains organismes régionaux du Centre du Québec et il nous fait plaisir de vous partager maintenant leur portrait de la biodiversité, leur vision et leurs enjeux relativement à la conservation et les actions entreprises et celles à venir. C'est donc un rendez-vous le 1er novembre 2023 pour la consultation sur le Plan Nature 2030. Donc, bonjour, je m'appelle Cathy Duguay, je suis biologiste puis chargée de projet en environnement au Bureau environnement et terre d'Odanak, qui est au Conseil des Abénaquis d'Odanak. On travaille aussi en partenariat avec le Bureau d'environnement de Wilinac, qui est situé à Wilinac, bien évidemment, puis aussi en partenariat avec Wabanaki, qui était anciennement le Grand Conseil de la Nation Wabanaki. On travaille soit sur des consultations, vraiment sur des projets sur le terrain. Donc, le Bureau environnement et terre a été créé en 2007 par notre gestionnaire foncier, Michel Durand, qui était tout seul à l'époque, qui travaillait dans son camion, puis qui essayait de trouver du financement, puis des projets ici et là. Puis nous voilà maintenant 16 ans plus tard, si j'ai assez bien compté, avec quasiment une dizaine d'employés à notre bureau. À Drummondville, en 2021, on a adopté un plan de conservation des milieux naturels, donc 2021-2031. Dans le cadre de l'élaboration, en fait, de ce plan-là, on a fait un portrait global du territoire, un portrait global des milieux naturels qui se situaient chez nous. Le Gros Bec, on est un OBV, en fait, un organisme de bassin versant qui s'occupe de gérer un peu qui s'assure de réaliser la gestion intégrée des ressources en eau sur le territoire de la zone Bécancour. L'Agence forestière a comme mandat de voir à la mise en valeur, la protection du territoire forestier. Pour nous autres, c'est du centre du Québec, effectivement. Donc, on a comme deux moyens principaux pour mettre en œuvre cette mission-là. C'est la réalisation puis la mise en œuvre d'un plan de protection et de mise en valeur. Donc, un plan de protection et de mise en valeur, ce n'est plus ni moins comme un gros plan d'aménagement forestier, mais à l'échelle du territoire forestier de la région complète là, du centre du Québec. Donc là où on émet des orientations de développement dans un contexte de développement durable. Et la mise en œuvre de ce plan-là, ou du moins une partie de la mise en œuvre de ce plan-là, est assurée par le programme de financement qui est offert aux propriétaires forestiers. Donc, c'est de l'argent direct pour aider à réaliser des travaux sylvicoles. Nature Avenir, c'est un organisme qui est issu d'une concertation régionale en date de 2012, puis a été fondé en 2015. Puis vraiment, l'objectif, c'est la conservation légale des milieux naturels dans la région. Donc, notre territoire d'action est quand même assez large. On couvre là, vraiment le centre du Québec en entier et une portion des régions avoisinantes, là, que ce soit l'Estrie, la Montérégie et Chaudière-Appalaches. La Fédération de l'UPA Centre du Québec est une organisation syndicale qui défend les intérêts des producteurs agricoles et forestiers du Centre du Québec. La Fédération comprend à la fois des syndicats spécialisés pour chacune des spécialités, des grandes spécialités des productions au Centre du Québec, mais il y a aussi les syndicats locaux.
La MRC Nicolet-Yamaska, en fait, c'est une organisation municipale qui représente 16 municipalités au centre du Québec. Donc, les MRC ont des obligations, des compétences qui sont identifiées dans la loi là, sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, entre autres, là, la rédaction, l'élaboration du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels. En fait, on a les grandes catégories, donc milieu hydrique, milieu humide, milieu boisé, milieu ouvert, et on a fait aussi au niveau de la connectivité écologique. Donc, c'est nos 5 cibles, si on veut, là, qui sont visées dans le plan de conservation. Il y a 2 réserves principalement sur le territoire. Donc, on a Odanak, qui est situé tout près de la rivière Saint-François, puis on a Oulinac, qui est situé près de la rivière Bécancour. Donc, Odanak fait environ 6 km², donc il est vraiment tout petit. Oulinac, même pas 1 km². Donc, il y a certains membres qui restent sur les communautés, mais quand on parle du territoire, c'est vraiment le Ndakina, qui est situé sur la rive sud, en fait, du fleuve Saint-Laurent, donc de la rivière Richelieu jusqu'à la rivière Chaudière. Donc, il y a des ententes de chasse et pêche qui sont faites pour les membres de la communauté. La majorité de la biodiversité est surtout trouvée dans les portions aval des cours d'eau, donc les portions plus vers où l'eau coule. Donc, en fait, cette biodiversité-là est observée surtout par la proximité, entre autres, avec le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a un grand mouvement de ces espèces-là, donc on peut retrouver la majorité des espèces dans ce secteur-là. Également, on peut parler aussi beaucoup de ce qu'il y a dans l'eau, mais au niveau des rives aussi, il y a beaucoup d'espèces. Donc, un peu un continuum avec dans la bande riveraine ou dans les milieux humides. Mais on peut noter là, dans la région, comme espèce à statut précaire, dans ces habitats-là, on a il y a plusieurs cours d'eau qui abritent de la tortue des bois dans les zones ou les milieux riverains. Donc, c'est une espèce qui est très dépendante des cours d'eau, donc la protection d'un va aider de l'autre. Le territoire du centre du Québec est occupé à peu près de 50% du territoire, c'est de la forêt. Une forêt qui est quand même diversifiée par endroits, peut-être moins à d'autres. Dans notre portrait forestier, on se retrouve avec pas moins de 10% du couvert forestier qui est en plantation, qui représente à peu près 35 000 hectares. Donc, c'est quand même pas rien. C'est des plantations qui produisent beaucoup et qui nous permettent de pouvoir exercer un aménagement plus intensif afin de libérer des fois de la pression sur des territoires naturels qu'on veut protéger ou pour d'autres usages. Au centre du Québec, il y a quelque chose comme 95 ou 97% du territoire forestier qui est privé. Et c'est nécessairement des petits lots. Des lots qui ont été aménagés de différentes façons, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même un entremêlement intéressant de toutes sortes de peuplements forestiers, les plantations, les peuplements feuillus, des érablières. Donc, tout est bien entremêlé sur le territoire qui donne quand même une caractéristique intéressante. Présentement, Nature Avenir là, est en train de travailler sur un plan de conservation de son territoire d'action. Donc, on appelle ça le PCAN, donc le plan de conservation des aires naturelles. Puis, l'idée ici, l'objectif, c'est vraiment là, d'aller identifier les secteurs prioritaires pour la conservation légale. Donc, selon notre analyse géomatique, là, on est à peu près à 10% des milieux naturels qui ont été ciblés comme hautement prioritaires, vraiment là, pour la conservation à perpétuité. En premier lieu, il est évident que le territoire agricole occupe la majeure partie du territoire de notre région. Donc, la biodiversité, on la retrouve presque partout. On la retrouve à la fois dans le sol, avec les micro-organismes, avec les bactéries. On peut la retrouver dans les champs cultures, autant les cultures annuelles que les cultures pérennes. On peut la retrouver aussi sur les entreprises agricoles, mais aussi sur des propriétaires privés en zone agricole, dans les forêts, dans les friches, dans les milieux humides. En bordure des champs, évidemment, il y a souvent des cours d'eau. Donc, dans les cours d'eau, dans les bandes riveraines, on peut aussi en retrouver dans
des équipements agricoles, là, exemple, dans les fossés de drainage, on peut en retrouver dans les bassins de sédimentation ou d'irrigation. Même dans les bâtiments agricoles, on peut retrouver de la biodiversité, de la faune à ces endroits-là. Au niveau de la MRC Nicolet-Yamaska, c'est principalement des territoires agricoles, donc beaucoup de biodiversité au niveau des cours d'eau également. On a 38 % de milieux naturels, donc 12 % de milieux humides. Et on a la particularité d'être en bordure du lac Saint-Pierre, donc c'est un secteur qui est identifié réserve mondiale de biosphère, donc plusieurs espèces, beaucoup de biodiversité aussi qui s'y trouvent là, dans ce secteur-là. La MRC a également parcouru de 1930 km de cours d'eau, donc beaucoup de milieux hydriques qui viennent de bonifier là, le paysage agricole du territoire. Les principaux éléments de préoccupation par rapport à la préservation de la biodiversité à Drummondville, en milieu urbain surtout, on ne se le cachera pas, c'est la fragmentation du territoire, la conciliation entre conservation, en fait, des milieux naturels et le développement. Au niveau aussi du territoire urbain, la présence puis l'envahissement au niveau des espèces exotiques envahissantes. En fait, à savoir qu'est-ce qu'on va être capable de faire pour le futur pour protéger nos milieux naturels, parce que oui, c'est important de les protéger, donc d'en avoir une certaine quantité sur notre territoire. Au niveau de la ville de Drummondville, mais c'est sûr que les impacts, en fait, des changements climatiques, c'est une préoccupation aussi. On sait que nos citoyens vont être impactés dans le futur dû justement à toute l'adaptation qu'ils vont avoir à faire au fil du temps. J'ai pas de carte avec moi, mais si je vous présentais une carte, vous verriez à quel point les possibilités d'accès, que ce soit pour la cueillette, la chasse ou même la pêche, ont été réduites au fil des années. Tout ça pour des causes d'acquisition de terres privées. Étant donné que les membres ne sont pas nécessairement sur les communautés, ils vont être un peu partout sur le territoire et même ailleurs sur le territoire, bien, il y a aussi un peu une perte de partage de la culture qui se fait. Il y a beaucoup une pression exercée sur la biodiversité de nos cours d'eau par les espèces envahissantes. Donc, que ce soit au niveau des espèces fauniques exotiques envahissantes, comme au niveau du fleuve, on parle beaucoup de la carpe, la carpe asiatique, qui en fait 4 espèces, mais également aussi les différentes pressions qui viennent des usages de l'eau, qui peuvent avoir un impact sur les cours d'eau, que ce soit les pressions qui viennent du milieu urbain, agricole, forestier, etc. Donc, que ce soit par l'apport de polluants, de nutriments, etc. Également la dégradation des rives occasionnée par l'ensemble des usages humains. Ça vient un peu, ça peut avoir un effet pour dégrader les cours d'eau. Ça vient perturber un peu la dynamique naturelle des cours d'eau. Donc, ça peut venir provoquer de la sédimentation, de l'érosion accélérée. Puis ça peut avoir également, par le fait même, oui, des impacts sur le cours d'eau en soi, mais également sur les habitats aquatiques. Il y a une étude que l'Agence a faite il y a une année, là, qui est quand même assez récente, où on démontre qu'il y a 20% du couvert forestier qui peut être affecté fortement par les sécheresses. Donc, c'est un enjeu vraiment important au niveau des changements climatiques. Il y a les espèces exotiques envahissantes. On peut pas faire abstraction. On parle de la grille du frêne qui est omniprésente sur le territoire depuis plusieurs années puis qui va s'intensifier. Et il y a aussi ce qu'on appelle les espèces, c'est une espèce floristique, là, c'est le nerf brun. Donc, entre autres, le nerf brun bourdaine qui est excessivement agressif dans la région et qui est présent et qui est de plus en plus présent et qui peut vraiment contrecarrer la biodiversité de plusieurs peuplements forestiers. Le dernier enjeu que je voudrais parler, c'est la perte du couvert forestier. On est tous sujets au développement. On peut pas être contre le développement non plus. Donc, développement urbain, industriel, développement agricole, tout ça se fait souvent sur le dos de la foresterie. La perception de la conservation comme étant vraiment la protection, donc une cloche de verre, on n'y touche plus pendant 100, 200 ans, mais au contraire, ici, conservation, ça englobe autant la protection de nos milieux sensibles, la restauration de nos milieux, puis pour garder leur intégrité au fil des années, puis aussi l'utilisation durable, parce que c'est vraiment, on l'a vu avec la période de la pandémie, l'accès à la nature, c'est très important pour les citoyens et les citoyennes.
Donc, c'est bon autant pour la santé mentale, la santé physique. Donc, on veut justement englober ces 3 concepts-là, donc l'utilisation durable, la protection et la restauration dans la conservation de nos milieux naturels. Donc, c'est vraiment de justement venir déconstruire cette perception-là au niveau des partenaires et des propriétaires avec qui on travaille. Le grand défi, c'est vraiment d'aller chercher un fonds de gestion. Donc, c'est sûr, certain que c'est toujours des étapes de longue haleine, acquérir une propriété ou signer une entente avec un propriétaire. Mais après la signature chez le notaire, c'est vraiment d'assurer la gestion à perpétuité de ces terrains-là. Le premier enjeu qui est associé à l'UPA, c'est qu'on va toujours défendre le territoire agricole, ça c'est sûr. Contrairement aux milieux urbanisés qui amènent un caractère irréversible à la biodiversité, le territoire agricole renferme quand même, c'est un lieu propice à la faune. L'adaptation des programmes, le soutien des producteurs agricoles est super important. Sont conscients des enjeux qui s'en viennent. Par contre, c'est pas à eux à assumer entièrement ce qui va se passer sur leur territoire. Il va y avoir beaucoup d'initiatives de conservation et de protection qui vont se dérouler en zone agricole. Ça aussi, c'est un grand enjeu. Comment ça va se faire, les niveaux de conservation qu'on va assigner à ces territoires-là, c'est un enjeu qu'on va suivre de près. Pas qu'on est contre, mais il va y avoir des façons de faire. Ça rajoute un acteur de plus qui va venir s'accaparer certaines portions du territoire. Les impacts que ces niveaux de conservation-là vont avoir sur les activités agricoles environnantes, ça aussi, c'est un gros enjeu. Des enjeux qui ont été identifiés au niveau de la biodiversité et des milieux naturels. C'est vrai que c'est le faible pourcentage ou la faible quantité de milieux encore existants là, sur notre territoire qui est un enjeu. Il y a également la qualité de certains milieux, là, donc présence d'espèces exotiques envahissantes ou impact là, de l'homme dans ces milieux-là. Donc, la préservation, conservation de ces milieux-là qui n'est pas... qui pourrait être améliorée, des milieux qui pourraient être restaurés également. Il y a les enjeux de changement climatique là, qui viennent affecter nos milieux naturels. Les boisés qui sont peu nombreux, mais qui sont fragiles justement aux perturbations, que ce soit par des insectes ravageurs ou qui pourraient être amenés avec les changements climatiques ou d'autres pathologies ou qui pourraient affecter là, les essences d'arbres là, qui se trouvent avec les années, avec les changements qui s'en viennent. À Drummondville, en fait, avec l'adoption de notre plan de conservation des milieux naturels, on s'est fixé un objectif très enthousiaste, en fait, qui, en fait, on l'a adopté en 2021, mais qu'on ne savait pas qu'il allait s'en venir avec la COP15, c'est-à-dire, nous, ce qu'on voulait, c'est protéger 45 % des milieux naturels de notre territoire, ce qui équivaut à plus ou moins 33 % de notre territoire. Bon, on sait que les objectifs de la COP15, avec le 30 %, donc on a été un petit peu précurseurs à ce niveau-là. Puis nous, on s'était déjà dit, le 17 %, il faut vraiment aller plus loin si on veut avoir un impact réel là, dans le futur. Il va y avoir la création, par exemple, d'un fonds d'acquisition qui est déjà en cours présentement. On va développer, on va mettre en place des programmes aussi de contribution, des programmes de dons volontaires. Il faut travailler encore là avec nos citoyens. On le sait, la difficulté aussi, c'est d'aller chercher le privé. Donc, au niveau terrestre au Québec, il y a une majorité quand même de terres privées. Donc, il faut être conscient que ça ne sera pas uniquement des terrains qui vont être municipaux, en fait, ou qui appartiennent à différents niveaux de gouvernement qui vont devoir contribuer, en fait, à l'objectif global, là, entre autres, de la COP15. Il y a beaucoup aussi d'actions qu'on va mener au cours des prochaines années pour protéger les espèces menacées, vulnérables sur notre territoire. Que ce soit des actions, en fait, qui sont plus de recherche, en fait, de les trouver, de les comprendre, que des actions terrain pour les mener à la protection aussi. Il va y avoir des actions
actions aussi concernant, un peu comme je disais tantôt, au niveau des espèces exotiques envahissantes. On parle, entre autres, nous, on a la rivière Saint-François sur notre territoire au niveau du lavage des embarcations nautiques. Pour nous, c'est important aussi de faire des efforts qui sont locaux. Donc, je pense que au niveau des cibles de la COP15, c'est important qu'ils descendent dans les organisations, puis que ça devienne vraiment une partie prenante locale. Donc, chacun mette un peu sa couleur pour arriver à tous ensemble à un objectif global, mais chacun, peut-être que les moyens pour y arriver vont être différents, puis vont être adaptés, en fait, à la situation de la ville, de la municipalité. Les projets qui vont être axés pour les membres de la communauté, ça va être sur les espèces que les membres affectionnent particulièrement, donc sont vraiment importants culturellement, que ce soit le frêne noir, qui est une espèce d'arbre qui est utilisée pour la vannerie, donc qui va être utilisée pour faire les paniers. C'est une espèce qui est en voie de disparition, donc qui est touchée par la grille du frêne. Puis sinon, on parlait de l'esturgeon jaune tantôt. C'est une espèce aussi qui est très importante pour la nation, qu'on retrouve dans la rivière Saint-François, puis aussi dans le lac Saint-Pierre. Le lac Saint-Pierre qui est un joyau, en fait, pour les membres, mais aussi pour tout le monde en général. C'est pas mal le rein du fleuve, si on veut. Au Wilinac, sont principalement axés sur les chauves-souris, donc ils font des inventaires de guano pour savoir s'il y a des pesticides qui vont être retrouvés, qui vont être ingérés par les chauves-souris. À Odanak, on fait aussi des inventaires sur les hirondelles de rivage, étant donné qu'il y a beaucoup d'érosion sur les berges. Donc, c'est sûr qu'on voit beaucoup d'autorisation pour les milieux humides présentement. C'est un gros enjeu. On essaie de voir s'il y a une façon de pas imposer, si on veut, un effet cumulatif maximum qui pourrait être imposé à chaque année sur le territoire. Un organisme de bassin versant, en fait, outre réaliser des projets au niveau de l'environnement, au niveau des cours d'eau, donc on peut réaliser plusieurs projets de protection, de restauration, d'amélioration de l'habitat de la faune ou de la flore, etc. On est surtout à la base d'une table de concertation. Donc notre rôle premier est de peu coordonner ou venir un peu servir de point de rassemblement des différents acteurs de l'eau. Donc tout usager de l'eau qui peut utiliser la ressource pour ses différents besoins. Il y a deux principaux volets. Premièrement, au niveau des projets que les organismes de bassin versant réalisent, on vise un peu à améliorer la santé des cours d'eau, améliorer les habitats aquatiques ou à protéger les milieux naturels également associés. Donc, d'un côté, je dirais qu'on aide un peu à l'atteinte des cibles de la COP15 de ce côté-là. On fait des études, on développe des outils ou des méthodes pour faire en sorte de pouvoir s'adapter nous-mêmes en tant qu'humains, là, en termes de changement climatique, et aussi adapter nos peuplements forestiers. Présentement, à notre actif, Nature Avenir a quand même couvert plus de 420 hectares, que ce soit conservation légale ou entente avec des propriétaires. Donc, il y a vraiment un bel appel, un beau besoin dans la région là, à ce niveau-là. Ce qui fait la force, en fait, je pense, de la conservation légale présentement, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui existent. Donc, il y a vraiment une flexibilité par rapport aux outils. On les adapte beaucoup aux propriétaires selon leurs besoins, leur réalité terrain. Puis, la servitude de conservation est un outil. Puis, cet outil-là permet justement de venir restreindre les usages sur une propriété, soit l'ensemble du lot ou une portion du terrain, pour justement venir minimiser les impacts des milieux sensibles. Puis les usages qui sont restreints sont vraiment selon le désir du propriétaire, puis vraiment les aspirations du futur, tout en étant, dans le fond, dans le respect des caractéristiques naturelles de la propriété. Mais c'est vraiment la force de cet outil-là, la servitude de conservation. L'approche inclusive des propriétaires, des producteurs agricoles qu'on met au centre de la démarche, qu'on associe avec les chercheurs, qu'on associe dans la recherche de solutions, c'est la clé. Là. Quand ils se sentent partie prenante, ils sont beaucoup plus ouverts à l'innovation et à des initiatives sur leur propre propriété. Notre principal projet pour la Fédération, c'est Ferme Progrès.
on est porteur d'un projet régional où le but est l'accompagnement des producteurs agricoles afin vers une meilleure gestion des cours d'eau et des bandes riveraines. L'idée étant d'aller voir les producteurs agricoles, d'aller caractériser leur environnement et de voir avec eux, selon leurs intérêts, les aménagements qu'ils sont intéressés à faire soit pour la biodiversité, soit agronomique, mais tout le temps dans une idée d'accompagnement selon leurs intérêts. Je crois qu'on a quand même une population qui est quand même sensibilisée, des élus aussi très impliqués, d'ailleurs, qui ont adopté un plan de transition écologique, donc qui ont des engagements aussi là, de conservation, de réduire l'impact justement là, de l'étalement urbain, de réduire vraiment là, pour ne pas empiéter dans les milieux naturels. Mais oui, c'est un travail constant au niveau de la population, au niveau des gens, de continuer l'information, continuer également de partager des pratiques ou des informations de ce qui peut être fait de supplémentaire là, pour contribuer à préserver la biodiversité. Donc, on s'est donné un objectif, nous aussi, là, dans notre plan régional milieu humide, hydrique, naturel, de conserver 100% nos milieux naturels. On travaille avec les partenaires. Là. Je pense que c'est un gros élément là, de concertation, de travail avec les organismes du milieu pour qu'il y ait de la conservation volontaire qui se fasse au niveau de notre territoire. Puis également, on a un projet qui s'appelle Un territoire en transition, là, qui est notre projet signature de MRC, où on a pris une partie du financement qui est pour chacune des municipalités pour mettre en œuvre des projets qui permettent soit de conserver des milieux naturels, accroître la connectivité ou de créer une infrastructure verte qui amènerait biodiversité là, dans les municipalités, là, dans les cœurs là, plus villageois, là, plus urbanisés. Donc, ça fait partie des actions qui sont en œuvre là, en ce moment là, dans chacune de nos municipalités. Je pense que c'est juste, ça demande un partage, pas autant que des membres de la nation, que de la communauté en général, allochtone ou autochtone, vraiment partager ensemble pour aller de l'avant, puis utiliser les façons éco-responsables, je veux dire que ce soit pour la pêche, pour la chasse. Je pense qu'on a vraiment un grand intérêt à écouter ce que les aînés ont fait jusqu'ici, puis même pour les générations présentes et futures. C'est vraiment important de préserver notre nature. Puis, on parle de 30%. Notre territoire est tellement grand, je pense qu'on est capable de faire plus que ça. Je pense que c'est tout ce que ça prend de retourner à nos bases. Aller jouer dans le bois, aller jouer dans la terre. Aller pêcher, aller chasser, il y a tellement à apprendre à l'extérieur de sortir. Il faut sortir de nos 4 murs, puis il faut ouvrir son horizon, je pense. C'est possible de remonter la pente, c'est possible d'améliorer la situation. Faut pas lâcher la patate, mais il y a quand même une bonne évolution, puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Les milieux naturels, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit être préoccupé de ça, puis tout le monde doit, à un moment donné, finir par se l'approprier. Pas se l'approprier monétairement, mais se l'approprier philosophiquement, que je pourrais dire, de façon à ce que les gens soient vraiment conscients de la valeur que ça peut avoir dans les changements globaux qui s'en viennent et qui sont même là aujourd'hui au moment où on se parle. De savoir qu'en région, la concertation est là avec les partenaires, les gens sont informés, il y a une volonté réelle de conserver nos milieux naturels. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie, puis de ne pas oublier justement d'arrimer l'utilisation durable, le volet social avec la conservation. Je pense que c'est vraiment important pour mener le bateau un peu plus loin. La concertation va être super importante. L'UPA, on est un partenaire. Les regroupements de producteurs, c'est des partenaires on connaît les enjeux, on connaît nos producteurs, on connaît les projets, de faire partie prenante des discussions. Ça va aider le futur, ça va aider de mener à bien nos projets. C'est ça que je retiens et puis c'est ça le message que je lance.
On n'a pas le choix, nous, en tant que regroupement de producteurs agricoles, de participer, mais de faire partie de la recherche de solutions. C'est un travail de concertation, un travail d'équipe entre partenaires, différentes instances, avec la population également. C'est un enjeu qui est plus grand que nos instances individuelles. C'est une de nos préoccupations. La Ville va pouvoir prendre le chapeau de ville, de municipalité, mais les citoyens vont devoir aussi embarquer dans le mouvement, comprendre qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qu'on doit faire différemment, embarquer dans le changement et s'adapter, en fait, à la nouvelle réalité, donc des changements climatiques et de la préservation de la biodiversité, parce que chaque petit geste aussi compte pour en arriver, en fait, à un effort collectif global dans le futur. On n'est pas seul, en fait, pour atteindre la cible de la COP15. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, à faire appel aux autres parties prenantes, puis à essayer de monter des projets ensemble. On va peut-être aller moins vite, mais on va clairement aller plus loin.